toute cette longue partie d'échauffement pour regarder maintenant ce système très particulier qui est un système du premier ordre, non conservatif, dans lequel on a, au moins formellement, que si U0 est un gradient, ça a un lien avec l'équation d'Hamilton-Jacobi, et qu'en tout cas, ce lien, on a des solutions régulières dans le cas où U0 est un gradient et monotone. Parce qu'à ce moment-là, on sait qu'il y a un phi qui est régulier et convexe. Donc ce que l'on sait déjà, c'est que si U0 est monotone et si U0 est un gradient, il existe une solution stable, d'ailleurs. Unique, ça dépend, c'est à l'étage au-dessus qu'il y a unicité. Il existe une solution stable régulière. Voilà tout ce que l'on a appris jusqu'à présent. Et donc la première question que l'on va se poser, c'est est-ce qu'on a besoin, il existe, pardonnez-moi, une solution régulière qui est monotone, et un gradient d'ailleurs, qui reste monotone et un gradient, je devrais dire. Donc si initialement on a une condition initiale qui est un gradient monotone, ça reste un gradient monotone et c'est une solution régulière. Et l'unicité, on la connaît via les équations d'Hamilton-Jacobi. Donc la stabilité, on l'a via les équations d'Hamilton-Jacobi. Et donc la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe si U0 est un gradient? Et donc la première question, les deux questions auxquelles on peut réfléchir, c'est de dire quand est-ce que ça... Déjà, ça ne serait peut-être pas idiot de se poser la question de pourquoi ça reste un gradient, qu'est-ce qui se passe sur la partie non gradient? Tout à l'heure, on a vu que le rotationnel, il était très très simple. Qu'est-ce qui se passe sur le rotationnel? On va jeter un œil au rotationnel. Donc on va faire une remarque sur le rotationnel. Mais la question essentielle qu'on va se poser déjà pour commencer, c'est est-ce que la monotonie est propagée par ce flot-là en supposant qu'on a des solutions régulières? Après, on verra si on a des solutions régulières. Mais déjà, est-ce que la monotonie se propage sans supposer qu'on a un gradient? Et puis d'ailleurs, au passage, on verra que ça nous donnera l'unicité. Donc la première remarque que je veux faire, c'est quid du rotationnel? Donc de quoi s'agit-il? Il s'agit de calculer dj ui moins di uj. Avec i différentes j. Alors, il y a un terme qui est simple, qui consiste simplement à faire comme si on avait un champ de vecteurs qui soit indépendant de x. Et donc là, ce que je vais avoir, c'est un dj ui moins di uj. Vous voyez, comme toujours, je change de notation dans la même formule, c'est-à-dire que j'écris aussi bien d sur dx alpha que d et di pour d sur dxi. Hein. Tout ça, c'est une dérivée par rapport à une coordonnée. Outre que ça fait partie des mauvaises habitudes des analystes, c'est aussi pour bien isoler la manière dont on obtient ce terme-là. Là, on voit très, très clairement que l'on a dérivé à l'intérieur du champ de vecteurs. Évidemment, il reste à dériver ce bazar-là. Donc, il me reste à calculer le dj qui va être un d2h sur dp alpha, dp bêta. Oui, donc je dérive par rapport à xj. Là, je prends dj de u bêta. D alpha de ui. Oui, je fais les choses doucement pour vous écrire des choses qui aient une chance d'être correctes. Moins d2h, là, il suffit de renverser là maintenant i et j. dp alpha sur dp bêta, di u bêta,
d alpha uj. Alors, en fait, c'est plus astucieux ici de mettre alpha et de mettre bêta, ce que je peux faire par symétrie de la dérivée seconde. Et donc, ce que vous voyez bien, c'est que vous avez ici une expression quadratique qui fait appel à des rotationnels. Hein, parce que le dju bêta moins d bêta uj, c'est un autre morceau du vecteur rotationnel. C'est une matrice d'ailleurs, mais enfin bon, peu importe. Et ça, c'en est un autre morceau. Effectivement, lorsque vous voulez vérifier qu'être un gradient, c'est compatible avec les équations, ça veut dire que ça, c'était d alpha ui est égal à du alpha, dju bêta est égal à d bêta uj, c'est bon, ça vaut 0, et donc on comprend pourquoi un gradient reste un gradient. Mais on voit aussi que le rotationnel, il bouge au cours du temps pour cette équation-là, parce que certes, il est transporté, mais ça, c'est un terme c'est comme dans la mécanique des fluides, hein, dans la production de vorticité. Donc là, on a des termes un peu comparables à ce qui se passe dans l'air en dimension 3. C'est effectivement des termes qui sont fondamentalement des termes quadratiques. Prenez h égale 1/2 de P2 pour qu'on voit un peu mieux les choses. C'est un bon exemple, un Hamiltonien quadratique. Il est bien convexe, c'est l'exemple le plus simple. Auquel cas, ça devient la matrice identité en alpha bêta. Et donc là, ce que vous récupérez, c'est dj u alpha, d alpha ui, moins di u alpha, d alpha uj. Bon, bah ça c'est un terme quadratique que vous pouvez majorer par des bouts de rotationnel si vous avez de la régularité. Alors, si on veut essayer de voir encore un peu d'un peu plus près ce que ça c'est pas mal de prendre d égale 2. Vous voyez, je prends des choses de plus en plus précises. Parce que pour d égale 2, il y a le rotationnel est un scalaire. On a droit qu'à i égale, disons, 1 et j égale 2. D'accord? Donc on a d2 u alpha, c'est-à-dire d2 u1, d1 u1, moins d1 u1, d1 u2, plus, maintenant je vais prendre bêta alpha égale 2, d2 u2, d1 u... Non, c'est d2 u1, moins i égale 1, d1 alpha égale 2, u2, d2 u2. Et donc, si vous appelez petit oméga égale d2 u1 moins d1 u2, l'équation que vous récupérez, c'est d oméga sur dt plus u gradient oméga. Vous voyez que d2u1 moins d1u2, il se met en facteur précisément de la divergence. Et donc vous récupérez divergence u fois oméga égale à 0. Pour un h quelconque en dimension 2, vous avez des trucs du même style, mais c'est un peu plus compliqué. Bon, ça c'est un rapport. Hein. Pourquoi je sais des trucs comme ça? C'est parce que je sais que ça existe, c'est parce que c'est un rapport avec les équations de l'air compressible. Mais bon, là, je ne veux pas en dire plus. Et donc, ça vous donne une petite idée de la compression, en fait, qui là, plus exactement de la rotation qu'il y a sur votre champ de vecteurs lorsqu'on résout cette équation. C'est une propriété assez intéressante. Là, je ne dis rien sur la divergence encore. Hein. Mais la divergence est plus liée à la monotonie. Ça, on va y revenir dans un instant. Enfin, dans un instant, la semaine prochaine, parce que là, il commence à se faire tard. Donc, effectivement, on voit que si oméga est nul initialement et qu'on a des solutions régulières,
on a une magnifique solution oméga égale à 0 de cette équation. De manière générale, en dimension quelconque, effectivement, on voit à la main que si on a des solutions régulières, un gradient est propagé, ce que l'on sait d'une certaine manière, mais on le voit. Comme l'unicité, je la connais par l'étape d'en haut, ce que je déduis de cet argument, j'en déduis conclusion. Si U est régulière, ce n'est pas inintéressant quand même, hein, et si U0 est un gradient, alors U est un gradient, quel que soit T. Et en fait, même si U est régulière jusqu'à un certain temps, alors U reste un gradient jusqu'à ce temps-là. Donc, si U est régulière et si U0 est un gradient, alors U reste un gradient. Ce qui est quand même... et du coup, comme on sait, on comprend ce qu'il y a sur les équations d'Hamilton-Jacobi, ça entraîne bien l'unicité directement. Toujours dans le cas où on a un gradient. Donc unique. Et donc on retrouve que sur cet analogue en dimension finie, dans le cas où on a un gradient, il y a unicité tant qu'il y a des solutions régulières. Ce qui, du point de vue des Minfield games, correspond à des phénomènes d'unicité lorsque l'intervalle de temps n'est pas trop grand. J'expliquerai pourquoi il existe des solutions régulières, même si ce n'est pas monotone, sur des temps courts, sur un temps maximal. Ça, on va le comprendre, c'est la méthode des caractéristiques. Mais je veux tout de suite aller maintenant. Donc, vous voyez le principe de cette conclusion. Hein. Dans le cas de la dimension 2 pour l'âge de U, et de manière générale, peut-être je devrais quand même un tout petit peu expliquer ceci, c'est que si un peu plus, c'est que si j'écris d sur dt de rotationnel de U, plus dH sur d p alpha de U, la conclusion que je viens d'indiquer, je vous la montre de manière un peu plus synthétique, sans mettre des indices partout. Ça, c'est quelque chose qui est un f de U et de du. Hein, c'est bien tout ce bazar qui est ceci. Et en supposant que U est borné, eh bien, le f de U et de du, il se majore par quoi? Eh bien, il se majore par une certaine constante, fois la norme de du infini, fois le rotationnel de U. Pourquoi? Parce que je suis simplement en train de dire que le dju bêta moins d bêta uj, j'ai introduit d alpha ui au milieu. Ça me fait d alpha ui que je majore par la norme de du l'infini multiplié par cette différence. Bon, au lieu de le dire, c'est quand même plus simple de l'écrire. Enfin, qu'est-ce que je suis simplement en train de dire? C'est que d bêta, non, c'est dju bêta d alpha ui moins d u alpha d bêta uj. Donc ça, je le réécris comme dj u bêta moins d bêta uj d alpha ui. Donc j'ai introduit ce terme en plus qu'il faut maintenant que je retranche. D bêta uj facteur de d alpha ui moins di u alpha. Donc vous voyez bien que ça, c'est un morceau du rotationnel, ça, c'est un morceau du rotationnel, et c'est multiplié par des du. Donc le du, en fait, bon, c'est même local, ça, hein, je n'ai pas la peine de ne pas mettre la norme infinie, c'est norme de du, de la matrice du, multipliée par norme de la matrice rotationnelle de U. Voilà, donc là, on voit bien que tant qu'on a des solutions régulières, le rotationnel, s'il est nul initialement, ben, tant qu'on a des solutions régulières, il croît exponentiellement, mais le taux exponentiel, et dans le taux exponentiel, il y a des U à l'infini. Donc la moralité de l'affaire, c'est que le rotationnel de U à l'instant t, en norme du sup, il se majore par le rotationnel de U0 en norme du sup, fois une certaine exponentielle,
qui est une exponentielle C0, intégrale de 0 à t, de la norme L infini de du. Donc ensuite, si ça casse, si on perd de la régularité, c'est parce que l'intégrale de 0 à t, c'est un critère à la Beal-Kato-Maeda, hein, c'est parce que l'intégrale de 0 à grand T de du l'infini casse, et à ce moment-là, si ça casse, c'est-à-dire ça devient plus infini, et le premier temps où ça devient plus infini est éventuellement un temps d'explosion. Mais tant que cette intégrale est finie, en fait, on peut démontrer de la régularité. Bon, rien que là, il y a de quoi faire du point de vue mathématique. Hein, ça ressemble aux critères sur les équations de l'air de Beal-Kato-Maeda, etc., etc. Mais je ne vais pas développer dans ce sens-là, j'y reviendrai un tout petit peu. Ce n'est pas trop la difficulté. Puis là, ce que j'ai simplement démontré, c'est un contrôle du rotationnel. Ça ne montre pas que la régularité est préservée tant que cette intégrale est finie. Bon, ce n'est pas très compliqué. Dans ce cas-là, c'est même plus simple. Enfin, c'est cousin germain des trucs à la Beal-Kato-Maeda. C'est peut-être même un peu plus simple parce qu'au fond, ils ont. Ouais, bon, enfin bref. Ça ressemble beaucoup. Parce que c'est vraiment des termes comme dans Euler de production de vorticité. Donc, c'est vraiment du même tonneau. Hein. Euler en dimension 3. Hein. Je parle de l'air compressible en dimension 3. Bon, peut-être je reviendrai, si j'ai le temps, pour parler vraiment de la régularité sur un temps court, sans supposer une monotonie. Mais la chose la plus importante, c'est qu'on sait bien, à cause de l'exemple en dimension 1, que si on veut globalement des solutions régulières, le seul espoir, c'est dans le cadre convexe pour Hamilton-Jacobi, et donc monotone dans le cadre de ces équations dérivées. Donc, le plus important là-dedans, ce n'est pas de refaire des choses qu'on sait faire par ailleurs, c'est effectivement de voir les phénomènes nouveaux. Et le phénomène nouveau là-dedans, ça va être tout ce qui se passe lié à la monotonie. Donc, je mets ça provisoirement de côté. Voilà la structure qui permet d'énoncer cet aspect est un gradient et unicité. Il y a un si, évidemment, U est régulière. Alors, sur la monotonie, et j'ai mis de côté le fait qu'on puisse démontrer que pour un U0 régulier, il existe une solution régulière sur un intervalle de temps maximal. Donc, avant de parler de régularité, on va regarder le phénomène de propagation de la régularité. Donc le point 5 de propagation de la monotonie, pardon. Propagation de la monotonie. Et là, entre parenthèses, je vais mettre 1, N1. Ce sera la première méthode, on verra 2 ou 3 méthodes différentes. Donc ça, ce sera la méthode la plus simple, la plus pédestre. Donc on a l'équation qui est ici, et je vais en fait très légèrement la modifier, puisque je vais maintenant écrire, ça c'est le coût est minime, c'est du sur dt, maintenant je vais rétablir un f de x, le grand f de x qui était là. Bien entendu, lorsque j'écris l'équation qui est ici, normalement, vous vous attendez à avoir un petit fi de x. Et dans le cas où on se sert des équations d'Hamilton-Jacobi, fi, c'est la dérivée de grand F. Alors, dans le cas pour les équations d'Hamilton-Jacobi, il y a déjà la question qui n'est pas aussi simple que de se servir de la formule de Hopf, qui consiste à dire si f est convexe, pourquoi y a-t-il une solution régulière convexe des équations d'Hamilton-Jacobi? C'est vrai, mais c'est plus compliqué. Et d'une certaine manière, on va démontrer ça comme cas très particulier. Donc je le mets de côté pour l'instant. Donc vous voyez, j'en rajoute tout de suite une petite couche. J'essaie de raccourcir, mais je prends un risque là. D sur D P
alpha de h en U dUi. Donc j'écris l'équation que je vais regarder. Ici, ça sera un FI de x avec un U en t égale à 0, qui est un U0. Donc théorème. Je suppose que U est régulière. Je suppose que U0 et F sont monotones. Hein? Que ce soit mon U0 et mon F, ce sont des champs de vecteurs de RD dans RD. Le F, il pourrait dépendre de X et de T. Hein, d'ailleurs, ça ne changerait absolument rien. Donc je suppose qu'elles sont monotones. Alors, U est monotone. Alors, U est monotone, quel que soit T positif. Et alors, U est unique. Parmi les solutions régulières monotones, il n'y en a qu'une. Parmi les solutions régulières, d'ailleurs, il n'y en a qu'une. On va voir. Bon. Et on a de la stabilité, etc. Et là, d'un coup, on apprend quelque chose de nouveau. Je voulais quand même qu'aujourd'hui, on fasse quelque chose d'un peu radicalement nouveau. Et ça, vous allez le voir, ça l'est. Enfin, radicalement, ça l'est. Observez que là même, on est sorti du cadre des équations d'Hamilton-Jacobi, parce que les U0 n'est pas nécessairement un gradient, le F n'est pas nécessairement un gradient. Donc déjà, on est dans des situations qui, pour les mean-field games, correspondraient à des situations où on n'a pas d'interprétation de contrôle optimal. On n'a pas d'équation d'Hamilton-Jacobi. En admettant que je puisse faire l'analogue en dimension infinie de ce que je suis en train de ce que je vais maintenant vous démontrer. Alors on y va. Donc, je vais faire ça doucement et puis je m'arrêterai. Là, je risque du coup de m'arrêter un peu en avance parce que je ne peux pas commencer autre chose, ça prendrait trop de temps et je ne peux pas m'arrêter en plein milieu. Après, ce sera la scène 2 en expliquant, si je peux expliquer pourquoi j'aurai besoin d'une scène 2. Allez, je vais essayer de faire ça. Alors, donc, démonstration. D'abord, démonstration de la propagation de la monotonie. Donc, petit i, monotonie. Ah. La monotonie, je vous rappelle, qu'est-ce que c'est? C'est de vérifier que ce produit scalaire est positif ou nul, quel que soit x, y. Bon, d'où l'idée d'introduire une fonction que je vais baptiser W, qui est une fonction de x, y, t. Alors ça fait beaucoup penser à des techniques à la Krouchkov, aux solutions de viscosité, le doublement de variables. Et écrire une équation pour W, qui va être une équation en les variables x, y, t. Écrivons, essayons. Qu'est-ce que ça coûte? Bon, évidemment, si je vais le faire, c'est que ça marche. Hein. Enfin, j'espère, sinon je suis mal. Hein. Alors, dW sur dt. Alors, dW sur dt, ça, c'est pas le plus compliqué. C'est du sur dt en x et t, moins du sur dt en y et t, scalaire x moins y. Maintenant, le du sur dt, quel est-il? Alors, il y a une partie qui n'est pas trop compliquée, qui est le second membre, qui est mon f de x moins f de y scalaire x moins y.
Ça, c'est plutôt pas mal parce qu'on a supposé que f était monotone, donc ça, c'est le bon signe. Et puis, j'ai moins dh sur dp alpha en u, et là, je mets bien en x. Hein. Je vais me permettre de laisser tomber les t, parce que sinon, ça fait des formules un peu longues. D'accord? D sur dx alpha de ui. Que je multiplie par quoi? Par xi moins yi, avec la convention de sommation des indices répétés. Ça, c'est de remplacer du sur dt par ce qu'il vaut, en n'oubliant pas que je prends le produit scalaire avec x moins y. Ensuite, j'ai ce deuxième terme qui est moins par moins. Moins parce que c'est au second membre de l'équation, et moins parce qu'il y a un moins ici. Donc ça fait plus dh sur dp alpha en u de y. Et là, quand je mets dui, hein, je vais mettre bien au point x. Et là, je vais écrire les 1d sur dy alpha, puisque c'est des fonctions de y, hein, de ui en y, avec le signe plus, scalaire, enfin multiplié par xi moins y. Donc, j'ai pris le produit scalaire, j'ai écrit les équations, et j'ai pris le produit scalaire de ces équations avec le vecteur x moins y. C'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. Et évidemment, là, ce que je voudrais écrire, c'est une équation sur le w. Donc, les deux derniers termes, j'essaie de les réécrire de la manière suivante, en faisant repasser de l'autre côté, en dh sur dp alpha en u de x, dw sur dx, plus, je crois que c'est plus, hein, je ne pense pas que ça soit moins, u de y, d sur, là c'est dx alpha, d sur dy alpha de w. Je m'attends à ce que ça fasse f de x moins f de y scalaire x moins y. Ça, c'est le terme. Et vous observez que j'ai bien capturé les deux termes qui sont ici avec le terme qui est là, mais il me manque des termes qui correspondent à dériver dans w. Quand je dérive par rapport à x, je peux dériver le u ou je peux dériver le x moins y. Les dérivées par rapport à x, elles y sont. C'est ce terme-là que j'ai réécrit comme ceci. Mais ce que je n'ai pas, ce que j'ai rajouté dans les termes qui sont ici, c'est le terme qui correspond à ceci lorsque je dérive le d sur dx alpha et le d sur dy alpha, lorsque je les fais agir sur le x moins y. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Donc, je dérive par rapport à x alpha le x moins y. Bien, ça consiste à prendre la alpha coordonnée de u de x moins u de y. Et donc, le terme que j'ai rajouté, c'est dh sur dp alpha de u de x multiplié par u alpha de x moins u alpha de y. Ça, c'est le terme qui est ici. Et là, lorsque je dérive par rapport à y, ben, j'ai un signe moins, le moins y est ici. Et donc, je récupère moins dh sur dp alpha de u de y, u alpha de x, moins u alpha de y. Alors, je vais vous écrire de manière beaucoup plus concise cette équation parce que c'est tout à fait spectaculaire. Enfin, je trouve, question de goût, hein, toujours, hein, ça. J'élimine les calculs intermédiaires. Et donc, tous ces calculs pour prouver qu'on a la propriété suivante. Donc, voici l'équation finalement que j'obtiens. dw sur dt plus dh sur dp alpha en u de x que multiplie dw sur dx alpha plus un dh sur dp alpha
en U de Y, que multiplie un dw sur dy alpha. Ça, c'est le dédoublement des variables. Eh bien, le dédoublement de variables, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne le produit scalaire de f de x moins f de y, facteur de x moins y, et le produit scalaire du gradient h de p en u de x, gradient p par rapport à p, u de x, moins le gradient de h, je vais écrire h' plutôt que le gradient, h' de u de x, moins h' de u de y, scalaire u de x, moins u de y. Voilà exactement ce que l'on trouve lorsqu'on a fait le calcul. Voilà l'identité remarquable que l'on obtient en doublant les variables. OK? Alors ça, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo parce que vous voyez la propagation de la monotonie de manière transparente. Si f est monotone, ça c'est positif. Si h est convexe, h' est monotone, donc ça c'est positif. Et donc la fonction W, le long des caractéristiques, est croissante, et donc si en tout cas elle démarre de quelque chose de positif ou nul, elle est certainement toujours positive ou nulle. Puisque initialement c'est positif ou nul, j'ai supposé que U0 est monotone. Hein. Donc vous voyez, U0F, j'aurais dû dire H convexe, hein, ça c'est implicite, mais ça fait partie des hypothèses. Et donc on voit à nouveau la différence entre les deux systèmes d'équations dérivées d'Hamilton-Jacobi. Hein. Il y en a un où la monotonie n'est pas préservée, et là la monotonie est préservée. Et non seulement elle est préservée, mais ça se passe de manière tout à fait... C'est vraiment une démonstration, ce n'est pas du tout les démonstrations style Khrushchev ou solution de viscosité, mais ça marche aussi bien. Il y a quelque chose où tout se passe bien, tout clique bien ensemble, et on a donc un troisième cas de doublement de variables qui n'est pas Khrushchev, qui n'est pas les solutions de viscosité, où en tout cas on voit un phénomène se passer bien. Et non seulement on voit un phénomène se passer bien en termes de propagation de la monotonie, mais ce que je vais vous démontrer, c'est que c'est effectivement un troisième cas de doublement de variables qui assure l'unicité, parce qu'on va voir que cette démonstration donne l'unicité aussi. Et ça, on commence à se rapprocher des Minfield Games, hein, parce qu'on sent bien que notre U1, U2, moins U2 multiplié par M1 moins M2, ça commence à ressembler à des trucs comme ça. Hein. On n'y est pas encore tout à fait, à la dimension infinie rentre et tout, mais ça commence à prendre tournure. Bien. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire ce matin? C'est vous démontrer, ouais, c'est bon, l'unicité, et puis vous expliquer pourquoi sur la monotonie c'est gentil, mais il va falloir faire mieux. Ça ne suffit pas, et pour l'unicité aussi. Mais déjà, on est content, on aura une jolie démonstration dans un cas qui est non trivial et qui, en tout cas, ne découle pas de Hamilton-Jacobi. Alors, je peux effacer ça. Et je me concentre maintenant sur l'unicité. Alors, la démonstration d'unicité est un peu inhabituelle aussi. Ça m'a beaucoup amusé en pensant à ça. Donc, je prends toujours un U0 monotone, un F monotone et un H convexe. Et je suppose que j'ai deux solutions, U et je vais noter V, deux solutions régulières. Partageant la condition initiale, deux solutions de la même équation. Ce que je vais démontrer, je n'ai pas besoin de dire elles sont monotones. Hein. Je ne crois pas en tout cas, on va voir, je ne crois pas. Alors ça entraîne que U égale V. Voilà l'énoncé précis d'unicité. Et la remarque que je commence par faire pour démontrer cette assertion,
c'est que si je réintroduis la même expression u de x et de t moins... Mais maintenant, je mets un v à la place du u. Donc, non seulement je fais le doublement de variable, mais je fais le doublement de variable avec deux solutions différentes. Donc là, c'est vraiment à la Khrouchkov et à la solution de viscosité. Et que j'essaie de refaire le calcul précédent, mais que par rapport à y, la solution, ça soit u ou ça soit un v, on ne l'a pas vu, on s'est simplement servi que par rapport à la variable y, on regardait une solution de l'équation. On s'est servi que pour la deuxième partie, pour les fonctions de y ici que l'on a, on s'est servi du fait que c'était une solution d'équation, mais c'est vrai pour v. Et donc la moralité de l'affaire, c'est que j'ai tout de suite, je vais le réécrire pour ne pas aller trop vite, que le dw sur dt plus une somme sur alpha de dh sur dp alpha en u, et là je n'ai pas besoin de préciser x parce que les u ils sont en x et les v ils sont en y, du sur dx alpha, j'aurais pu le faire d'un coup, mais d'ailleurs c'est un dw, je me suis dit qu'il valait mieux le faire progressivement, faire quelque chose qui était naturel pour la monotonie et remarquer que, tiens, au fait, ça nous donne une information lorsqu'on a... Donc là, c'est un V. J'essaie de bien arrondir mes U et de bien angulariser, je ne sais pas comment on dit, mes V, pour qu'ils ne se ressemblent pas trop. Est égal à quoi? Est égal à donc f de x moins f de y plus h' de u moins h' de v scalaire u moins v. Voilà. Alors peu importe que ce soit u de x et un v de y, c'est cette expression-là. Et donc la démonstration de l'unicité va consister à démontrer que W est positif ou nul. Ce qui n'est pas... D'habitude, on essaie de démontrer que quelque chose vaut 0. Là, on va démontrer que quelque chose est positif ou nul. Et puis on verra pourquoi ça entraîne l'unicité. Alors donc, même chose qu'avant, ça c'est positif ou nul. Ça c'est positif ou nul. Initialement, W en t égale à 0. C'est le même, c'est U0 de x moins U0 de y, scalaire x moins y. Et U0 est supposé, puisque c'est deux solutions, de la même équation avec les mêmes conditions, la même condition initiale. Donc c'est ça, je réécris l'expression, et c'est donc positif ou nul. La moralité, c'est que donc on obtient un truc bizarre, donc W est positif ou nul, quel que soit x, y, t. Alors, vous avez deux champs de vecteurs qui sont évalués en x et y, mais qui font un angle aigu avec la différence des points. Si vous arrivez à visualiser ça, vous êtes fort, mais ça s'entraîne unicité. Les champs de vecteurs, ce sont égaux. Donc, lemme. Ça entraîne que U est identiquement égal à V. Fin de la démonstration d'unicité, et là aussi, on a une démonstration que l'on peut qualifier d'élégante de l'unicité, sans passer par les équations d'Hamilton-Jacobi, avec plus de généralité, et qui nous dit que donc dans ce régime qui correspond à un régime de régularité des équations d'Hamilton-Jacobi, mais qui va au-delà parce qu'on fait des hypothèses qui ne sont pas, où il n'y a pas d'équation d'Hamilton-Jacobi, ce n'est pas des gradients, eh bien, on a une structure où on préserve la monotonie et on a l'unicité tant qu'on a la régularité, de manière très très simple. Alors c'est vrai, il faut quand même dire que si on a des solutions régulières d'équations d'Hamilton-Jacobi, l'unicité est triviale. C'est le principe du maximum. On regarde à un point de maximum et donc on n'a même pas à se compliquer la vie. Mais enfin, ce n'est pas du tout la même démonstration. Pas du tout. Et comme on regarde le gradient, ce n'est pas du tout non plus des démonstrations à la Khrouchkov. Ça, c'est des démonstrations ponctuelles. Les démonstrations à la Khrouchkov sont des démonstrations intégrales. Donc, c'est autre chose. Bon, voilà.
L'autre chose, encore faut-il démontrer que c'est vraiment autre chose. C'est-à-dire que ça entraîne bien que U égale à V. Donc on a démontré que V était positif. Alors ça, c'est pas très compliqué. Prenez U de X. Maintenant, prenez V de X plus... pour Y, vous allez prendre X plus H xi. Donc je prends un xi quelconque. Et je prends un H positif ou nul. X moins Y, ça fait H xi. Je divise par H. Et donc, j'ai que ceci est positif ou nul. Maintenant, vous faites tendre H vers 0. Là, j'ai besoin de savoir que V est continu. En fait, je n'ai pas besoin d'énormément de régularité pour justifier tout ça. Hein, mais enfin bon, disons que V continu et au moins une dérivée pour parler de ces équations, ça aide. En tout cas, si je suppose que mes solutions sont lipschitziennes, là j'en ai 3 fois de reste. Mais on peut amoindrir la régularité nécessaire. Donc si je fais tendre H vers 0, bien j'en déduis que U de X moins V de X scalaire xi est positif ou nul, quel que soit xi, ce qui veut bien dire que U de X est égal à V de X. Donc en fait, c'est évident. Hein. Si on a cette condition de signe en x, y, on a l'unicité. C'est une manière un peu tordue de voir l'unicité, mais c'est vrai. Et lorsque U est égal à V, c'est une démonstration qui vous montre aussi la propagation de la monotonie. Hein. On fait les deux en même temps. Hein. Vous prenez deux solutions, ça vous donne qu'elles font nécessairement cet angle et donc l'unicité, et ça donne la monotonie en prenant la même. Voilà, donc on se dit, ouais, c'est super, on a une démonstration super élégante, tout va bien. Mais il y a un mais. Il y a un mais, c'est que cette démonstration, elle n'est pas assez précise. Elle est élégante, mais elle manque de précision. Alors, donc, de façon à entretenir le suspense pour la prochaine fois, enfin, c'est un bien grand mot, hein, je vais donc vous laisser digérer cette approche. Dont je suis quand même très fier, hein, ce n'est pas ça la question, mais force est de reconnaître qu'elle a ses limites. Alors, regardons les limites. Bon, moi, ça me paraît très simple, mais bon, il ne faut pas se noyer dans les calculs, mais j'espère que vous avez bien compris le principe de la démonstration et surtout le biais par lequel, ou l'approche un peu géométrique par lequel, géométrique au sens des angles de champ de vecteurs, l'approche par laquelle on démontre l'unicité. Alors ça me rappelle des vieux trucs d'opérateurs monotones et hémimonotones, etc. Je pense que Gérard, ça rappelle des vieux souvenirs, hein, de choses qu'on pensait devenues complètement inutiles et complètement oubliées. Je les ai oubliées, mais ça me rappelle vaguement des trucs. Bon. Je ne sais plus du tout pourquoi c'était. C'était pour une histoire de single value, de continuité, lorsqu'on avait des histoires d'hémimonotones, un truc à la Browder, lorsque l'opérateur monotone était univoque ou un truc comme ça. Il y avait une histoire où il y avait à la fin un argument qui ressemblait un tout petit peu vaguement à ça. Mais ouais, je vois que bien que finalement, tu ne l'as jamais écrit, ce livre. Hein, c'est vrai. Je suis pervers. Bien. Bon, alors, donc, remarque. Donc, ça, c'est des commentaires pour vieux initiés. Non seulement des initiés, mais comme ça, en plus, ça fait référence à des événements qui sont passés entre 30 et 40 ans. C'était effectivement des remarques pour vieux initiés. Liées au cours d'analyse fonctionnelle que faisait Chaim Brezis et en collaboration avec Gérard, et donc un livre que beaucoup de jeunes ici ont dû lire, le bouquin d'analyse fonctionnelle. C'était Analyse fonctionnelle appliquée, je crois, le titre le bouquin bleu chez Masson à l'époque, c'était ça. Hein, bon. Il existe en anglais maintenant avec des exercices.
Et il y a ton nom dessus? Il y a des remerciements comme ça. Bon, alors donc, remarque. Remarque, oui. C'est que maintenant, imaginez que je parte de l'équation, je rajoute un peu de bruit. Alors là, c'est le bruit qui est là, si on fait le lien avec les Minfield Games, c'est plutôt le bruit commun. Parce que rappelez-vous, à l'étage dimension infinie, les bruits indépendants, c'est un terme du premier ordre. Singulier, mais du premier ordre. Les bruits communs, c'est un terme de dérivée seconde. D'accord? Donc c'est plutôt, je vais rajouter des dérivées secondes, donc c'est plutôt du bruit commun. Mais de toute façon, il y a aussi de la dépendance en M que j'omets, donc c'est à la manière du bruit commun. Puisqu'en haut, c'est un D2 phi fois dans la direction gradient M, gradient M. Donc c'est bien un opérateur dérivée seconde, mais dans une direction qui dépend du point, puisqu'il y a du M. Donc c'est de la même façon que j'ai omis le X à part de le mettre à côté que l'on avait pour les Minfield Games avec un H de M et de défi, là je mets de côté la dépense en M. Et donc la dépense en M, c'est qu'il y a des dépenses en X qu'il va falloir gérer, mais qui sont plus compliquées que celles que j'ai prises. Donc là pour l'instant, je fais du Hamilton-Jacobi, je ne prétends pas faire du Minfield Games. Ça donne vaguement une idée que tout ça, ça pourrait être utile aux Minfield Games, mais on n'y est pas encore. Bon. Quoi qu'il en soit, donc, à la manière des MFG, je peux regarder un défi sur dt plus un h de gradient phi et dire ici, je vais avoir un certain opérateur, A alpha bêta, D2 alpha bêta de phi, et que si je veux garder la convexité, une somme sur alpha bêta, et je vais vite l'omettre parce qu'il y a, avec la convention d'indice répété, les alpha bêta sont des constantes, c'est une matrice constante, symétrique, positive ou nulle. Donc ça sont des réels, hein, ça ne dépend pas de x. Alors pourquoi je prends une matrice? Je pourrais prendre un Laplacien, mais parce que je veux... l'analogue des Minfield Games, c'est on diffuse, mais on diffuse dans une direction. Donc je ne veux pas avoir des opérateurs qui soient nécessairement des opérateurs elliptiques non dégénérés. Parce que l'analogue de la dimension infinie, c'est qu'on est, de toute façon, un opérateur elliptique non dégénéré en dimension infinie, ça n'existe pas. Donc, pour des raisons de trace. Donc, la moralité, c'est que j'ai besoin de pouvoir gérer des opérateurs qui soient non dégénérés. Donc, si je m'intéresse à ceci, vous voyez, donc ça, je l'appelle A phi. Et donc, vous voyez que l'équation qu'il me faut maintenant gérer, c'est un D sur DU, un DUI sur DT plus DH sur DP alpha, DUI sur DX alpha égale à UI. Avec quand même un exemple, même si je ne veux pas faire que ça, qui est A égale le Laplacien. Alors, la convexité se propage bien lorsque je prends une équation comme ceci. Donc, je sais que si j'ai un gradient, la monotonie doit se propager. Maintenant, si je prends une condition initiale qui n'est pas un gradient, ou si je rajoute un second membre qui n'est pas un gradient, il faut que je fasse une démonstration directe. Je viens d'en faire une lorsqu'il n'y a pas un opérateur du second ordre. Donc, question, c'est est-ce que ma démonstration marche ou pas? Alors, ma démonstration, c'est prendre un W, écrire un DH sur dP alpha en U, dW sur dx. Je peux prendre UV égale U, hein, c'est pas ça le problème, plus un DH sur dP alpha. Je vais voir la propagation, donc je vais mettre un U en X et un U avec un indice Y pour bien dire que c'est en Y, là, le U. Un dW sur dy alpha. Donc, j'aurais envie de mettre un Laplacien W, par analogie. Je sais que si je fais mon calcul, je vais récupérer ce que j'avais tout à l'heure, le H' de U de X moins H' de U de Y
scalaire u de x moins u de y. Alors ça, c'est parfait, c'est positif ou nul. Mais lorsque je fais le Laplacien, c'est comme tout à l'heure lorsque je prenais un dx, c'est que si je mets un Laplacien, les dérivées secondes qui sont dans le Laplacien, comme w, c'est u de x. Donc lorsque je calcule un Laplacien, et c'est un Laplacien en xy a priori, hein, lorsque je calcule un Laplacien, je peux prendre les dérivées entièrement sur u, ça c'est bon, c'est ce que j'ai dans l'équation. Prendre les deux dérivées secondes sur le x, ça vaut 0, pas un problème. Mais comme c'est des dérivées secondes, je peux prendre une dérivée là et une dérivée ici. Si je prends une dérivée en x, bien ça me choisit une coordonnée. Et donc, vous voyez que le terme que j'ai récupéré en trop, c'est moins divergence par rapport à x de u. Enfin, c'est moins divergence de u au point x. Avec un 2 d'ailleurs, parce que toujours dans les dérivées secondes, c'est 2 fois la dérivée mixte. Donc au second membre, j'ai moins de divergence u. Et ensuite, il faut que je fasse le même calcul avec le bazar qui est là. Et là, maintenant, ça va me créer ce que j'ai rajouté. Donc, c'est de dériver une fois, donc c'est un u de y, scalaire y. Je dérive une fois le y, une fois le u, ça fait la divergence de u au point y. Donc dans ce terme-là, j'ai un plus, et donc il faut aussi que je retranche moins de divergence. Ça, c'est toujours pareil avec les dérivées secondes. C'est comme pour les solutions de viscosité, les choses s'additionnent au lieu de se retrancher. Alors d'abord, c'est catastrophique parce que ça ne se retire pas. Et puis il y a bien pire que ça, c'est que ça, c'est le mauvais signe. Donc ça, c'est une identité. Si je n'avais pas ce terme en plus, eh bien, toute l'approche qui est là marcherait bien. Donc l'approche, dans le cas déterministe, elle est parfaite. Dans le cas d'un bruit commun, elle sera parfaite, parce que c'est un terme qui est un terme plus compliqué, avec une dépendance en x, ça va être encore parfait avec des dépendances en x. Avec cette dépendance-là en x, ça sera bon. Avec la dépendance en x des Minfield Games, ça sera bon, sauf pour des Hamiltoniens qui dépendent durement de m, auquel cas il va falloir rebasculer comme sur le bruit là-dessus. Donc l'approche qui est élégante, simple, a un domaine de validité, mais elle ne suffit pas, parce que j'ai ce terme supplémentaire. Et non seulement ce terme supplémentaire, je ne sais pas quoi en faire, mais il a le mauvais signe, parce que je pourrais dire, tant que je suis monotone, si ça a le bon signe, eh bien, j'ai un phénomène de renforcement et je peux préserver la monotonie. Ça, je vous expliquerai des techniques comme ça la semaine prochaine. Mais malheureusement, ça n'a pas le bon signe. Parce que si vous prenez une fonction qui est monotone, un champ de vecteurs qui est monotone, sa divergence, elle est positive. U est monotone. Dire que U est monotone, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la matrice DJUI, ou D sur DUI sur DXJ, cette matrice en chaque X, si le champ de vecteur est cette matrice, qui n'est pas une matrice symétrique si on n'a pas un gradient, cette matrice est positive, quel que soit X. C'est ça la monotonie dans RD. Donc admettons cette équivalence un instant et arrêtons-nous sur la divergence. Vous voyez que la divergence de U, c'est la trace de cette matrice. Et donc, pour un opérateur monotone, ça a un signe, et c'est positif ou nul. Malheureusement, ça vient avec le signe moins. Donc, ça ne va pas du tout, parce que ça, c'était positif, et ça, c'est négatif. Donc, qu'est-ce que je fais? Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. En même temps, je sais que si c'est un gradient, la démonstration ne marche pas plus si U est un gradient, c'est un Laplacien. Pourtant, je sais que si c'est un gradient, je sais que les fonctions convexes sont propagées par ça. Donc, je sais que la monotonie est propagée. Donc, c'est simplement que la démonstration n'est pas assez précise. Parce que je vais avoir besoin de regarder réellement le signe de cette matrice de dérivée, et pas simplement une information un peu globale. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire une démonstration comme ça veut dire que ça ne suffit pas.
et qu'il faut arriver à beaucoup mieux contrôler ce qu'il y a dans le W par rapport à la divergence. Donc c'est tellement compliqué qu'il vaut mieux changer de démonstration. Mais c'est possible, hein. Tout est possible, hein, si on y met le prix. Tout est toujours possible. Hein. On peut aussi s'attacher les mains derrière le dos, écrire avec la bouche, enfin tout est possible. Hein. Mais le point, c'est qu'effectivement, il vaut mieux basculer sur une démonstration plus robuste qui marchera en dimension infinie. Mais celle-là, elle est quand même agréable, celle que j'ai précédée, et notamment lorsqu'on monte en dimension infinie, elle est beaucoup moins coûteuse que ce que je vais devoir développer par ailleurs. Mais enfin, bon, comme il y aura la régularité qui va rentrer en ligne de compte. Alors, peut-être un petit mot pour cette équivalence. Ce n'est pas très compliqué parce qu'il suffit de dire que si U est monotone, c'est évidemment la même chose que de dire que U de x plus txi moins U de x scalaire xi est positif ou nul, quel que soit xi, quel que soit x et quel que soit t d'ailleurs positif. Simplement, j'ai remplacé y, enfin j'ai remplacé y par x et x par x plus txi. Donc ça, c'est la monotonie, et j'ai divisé par t. Donc ça, c'est équivalent à la monotonie. Alors maintenant, si je divise par t et que je fais tendre t vers 0, j'en déduis bien, ça entraîne que la dérivée du sur dxj fois xij, dui sur dxj, dui, 1 sur t, je divise par t, je fais tendre t vers 0, dui sur dxj au point x que multiplie xij, que multiplie xi est positif ou nul. Donc c'est bien la positivité de cette matrice. Et la réciproque est vraie parce que si vous regardez la dérivée par rapport à t du bazar qui est là, ça vous rappelle un petit peu la démonstration d'unicité que j'avais faite lors du premier cours. Si vous regardez le d sur dt de 100 divisé par t, d sur dt de u de x plus txi moins u de x scalaire xi. Et donc, si vous faites ça, bien ce que vous avez, c'est dui sur dxj en x plus txi, multiplié par xij, multiplié par xi, et ça, c'est bien positif ou nul, par hypothèse. Donc, on a une fonction croissante, et si on a une fonction croissante qui part de 0, ben, elle est en n'importe quel t positif, positif ou nul. Ce qui prouve bien qu'effectivement, la monotonie, de manière infinitésimale, comme en dimension 1, la monotonie en dimension 1, ça veut dire que U' est positif ou nul. En dimension supérieure, ça veut dire que cette matrice du I sur dxj, qui n'est pas une matrice symétrique, est une matrice positive ou nulle. Alors, dire qu'une matrice pas symétrique est positive ou nulle, c'est dire des choses sur sa partie symétrique. Parce que dire qu'une matrice est positive ou nulle, c'est parler de sa forme quadratique, de la forme quadratique associée. La forme quadratique associée ne voit que la partie symétrique de la matrice. Donc, ce que vous dit la monotonie, elle vous dit des choses sur la partie symétrique de la dérivée de U. Elle ne vous dit rien sur son rotationnel. Donc, dans la monotonie, ça nous dit un peu la moitié de la régularité, mais ça nous oublie complètement la partie rotationnelle. Donc, la moralité, c'est qu'il va falloir retravailler sur l'unicité, un peu plus tard, et sur la monotonie, et qu'il va falloir travailler sur la régularité pour démontrer pourquoi la régularité se propage aussi. Le démontrer et le regarder aussi bien pour des équations d'Hamilton-Jacobi du premier ordre, enfin pour les cas déterministes, que pour des cas stochastiques. Donc je vais avoir de la régularité, comme on va le voir, je vais à nouveau séparer les approches. J'aurai la régularité SN1, régularité SN2, comme je vais avoir unicité SN2. Et ensuite, on aura unicité et régularité SN3 en rajoutant de la vraie dépendance en X. Bon, donc on va y aller cas par cas. Vous allez voir beaucoup d'approches et de démonstrations différentes et méthodes de caractéristiques. On va comprendre ça tranquillement. Aujourd'hui, je m'arrête là. D'ailleurs, il est plus 11 heures. Je pense toujours que je vais arrêter avant, mais j'y arrive jamais. Donc, je résume.
ce que l'on a vu. D'abord, on a identifié les bonnes équations que l'on obtient en dérivant une équation d'Hamilton-Jacobi. On a compris, en tout cas dans le cadre vraiment déterministe sans dérivée seconde, comment la monotonie se propageait et pourquoi il y avait unicité, en tout cas des solutions régulières, et on l'a compris par cette méthode de doublement de variables. Et pour conclure, j'ai dit, OK, ça c'est bien, mais il va falloir faire beaucoup plus si on veut être content à la fin du cours. Enfin, moi, si je veux être content. Après, j'espère que vous survivrez. En tout cas, merci beaucoup. Et la deuxième séance du cours PECO dans le Nord, dans un gros quart d'heure, le temps que je récupère un peu, comme tu t'en doutes.